Bonjour et bienvenue dans le 13h, une édition riche en actualités, accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assis Achibark. Voici les grands titres. Un nouveau tournant pour les souscripteurs à Bingerville. 1302 logements sociaux ont été officiellement remis hier aux bénéficiaires par le Premier ministre. Cette remise s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence dédié au logement. Démarré à Grand-Bassam, cette initiative prévoit au total plus de 4600 logements à travers le pays. La Côte d'Ivoire veut séduire les investisseurs. Le pays a marqué sa présence lors de sa journée dédiée au Salon international de l'agriculture à Paris. Il s'est agi de mettre en avant les opportunités du secteur agricole ivoirien. 3 ministres étaient mobilisés pour convaincre les investisseurs et valoriser les filières porteuses. Et puis, explosion meurtrière lors d'un meeting du M23. Le chaos à Bukavu. 2 explosions ont retenti au cœur d'un rassemblement du groupe armé M23 faisant au moins 11 morts et une 60aine de blessés. Cette attaque survient alors que le groupe continue son avancée dans l'est du pays, suscitant de vives tensions. Kinshasa dénonce un acte terroriste odieux et pointe la présence d'une armée étrangère sur le sol congolais. Et nous débutons avec la rentrée solennelle de l'ASCAD. Fidèle à son engagement en faveur du savoir, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a tenu sa traditionnelle cérémonie marquant le début de ses travaux. Une occasion pour les académiciens d'évaluer leurs actions et leur impact sur le développement de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo revient sur les temps forts de cet événement qui a vu la participation du vice-président de la République. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, est une société savante, indépendante. Une compagnie de scientifiques, philosophes, écrivains, artistes et inventeurs dont les œuvres participent au développement de la Côte d'Ivoire et pas que, de l'Afrique et des diasporas africaines. Ce jeudi à Abidjan, en présence du vice-président de la République, l'Académie fait sa rentrée. Occasion pour son président, professeur Akenugbo, de dresser le bilan des engagements de 2024 et des perspectives 2025. L'année 2024 a été l'occasion de la célébration des 20 ans de l'ASCAD et du renouvellement le 20 juin de la présidence de l'ASCAD. En 2024, il y a eu entre autres les activités suivantes. L'organisation de la cérémonie d'investiture de 7 nouveaux académiciens. Les projets de l'ASCAD pour l'année 2025, il s'agit du dictionnaire du français populaire ivoirien, pour simplifier, du Nouchi. L'Académie annonce pour 2025 un colloque sur les mathématiques. Il devrait permettre de comprendre et corriger la désaffection des jeunes pour cette matière scientifique, une annonce que salue le vice-président de la République. Ce sujet est d'une importance capitale, car les mathématiques sont fondamentales pour de nombreux secteurs essentiels au développement, notamment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle. J'encourage donc l'ASCAD à formuler des recommandations novatrices pour rendre cette discipline plus accessible et plus attrayante pour notre jeunesse, afin de lui redonner toute son importance dans le système éducatif national. Mais au-delà des mathématiques, c'est la question plus large de l'accessibilité au savoir scientifique en général qui se pose. Les riches productions scientifiques de l'ASCAD ne doivent pas demeurer confinés au seul cercle académique. Timo Komielekone invite l'Académie à la solidarité. Votre mission ne peut prospérer que dans un esprit de fraternité et de solidarité pour élever la science et la culture sans jamais perdre de vue le rayonnement de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Dans cet élan, le président de la République continuera à accorder une attention particulière à vos doléances et à l'amélioration progressive de vos conditions de travail afin de favoriser un environnement propice à la recherche et à l'innovation. J'en prends ici la responsabilité.
Notons que la leçon inaugurale prononcée par le professeur Pierre Kipré, historien, s'est penchée sur l'ASCAD dans la promotion de la science et de la culture en Afrique. L'intellectuel au service du développement, mais aussi l'action gouvernementale au cœur des priorités. À Bingerville, le Premier ministre Robert Mambé-Begré a procédé à la remise de clés de logements sociaux aux souscripteurs. Ce programme, qui vise à répondre aux besoins cruciaux de logements en Côte d'Ivoire, marque une avancée significative pour des milliers de familles. Franck Quadio et Ulrika Dongon étaient sur place. Acte symbolique après Bassam, cette fois à Bingerville, remise des clés pour 1302 souscripteurs du programme présidentiel des logements sociaux et économiques par le chef du gouvernement. La concrétisation de la promesse du président de la République de favoriser l'accès de tous à un toit décent. Je suis satisfaite parce que j'ai une clé, j'ai une maison. C'est ça qui est ça. J'ai souscrit à une opération immobilière Villa Basse. Ici à Bingerville, l'État nous a fait confiance à travers des conventions signées avec 8 sociétés. Je voudrais préciser que les offres immobilières de nos entreprises portent sur les différents types de logements, à savoir des appartements et villas de 3 pièces de type logement social, dont le prix varie dans la fourchette de 13 à 15 millions de francs CFA, des appartements et des villas basses de 4 pièces, dont le prix varie de 16 à 28 millions de francs CFA. En ce qui concerne spécifiquement les 1302 logements clés que nous livrons aujourd'hui, 1091 unités sont de type socio-économique, soit 84% livrées, et 211 de type moyen standing, soit 16%. Le programme présidentiel en marche a donc, selon le ministre de la Construction. Après Grand Bassam et Bingerville, nous avons déjà les yeux tournés vers la 3e étape, vers Songon-Kassamblé, qui verra la remise de 1965 clés exactement, dont 893 unités de la commune de Songon elle-même et 1072 unités réparties sur plusieurs autres sites du programme à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le programme présidentiel dédié aux logements sociaux concerne au total plus de 4000 souscripteurs. Que les 4672 logements à livrer en ce début d'année sont constitués de 63% de logements de type sociaux et économiques, et 1729 logements, soit 37% de type moyen et haut standing. Ces pourcentages sont donc bien conformes au cahier des charges imposé aux promoteurs. Le cahier des charges, mais surtout la prise en charge d'un surcoût par l'État ivoirien, comme relevé par Robert Begré-Mambé, Premier ministre. L'État apporte son aide. Souvent, le logement est acheté avec 30% de réduction, souvent 40% de réduction, et souvent même 50%. Donc, si nous achetons un logement à 13 millions, le logement, en réalité, coûte plus cher que cela, mais grâce à l'État, le coût diminue pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Une bonne nouvelle annoncée par le chef du gouvernement, le programme d'urgence de 25 000 logements qui intègre la location et la location-vente bientôt opérationnels. Beaucoup de programmes seront mis en chantier et nous vous encourageons à faire des épargnes, à suivre les programmes avec le ministre pour que si vous pouvez acheter la maison avec un crédit bancaire, vous puissiez l'acheter. Si vous voulez avoir une location simple, vous puissiez accéder à cette location simple. Ou si vous voulez une location vente, vous puissiez accéder à la location vente. Mais il faut être vigilant. Nous avons demandé au ministre qu'il y ait une commission spéciale qui va recevoir les candidats pour les sélectionner, notamment en ce qui concerne les locations simples et les locations ventes, et ces candidats seront appelés à prendre ces logements. L'étape de location-vente ou de location simple avec ce type d'appartement étalé sur 25 ans. Notons-le, d'ici la fin du mois de mars, les critères de sélection seront présentés aux Ivoiriens. D'accord. Et pendant que la Côte d'Ivoire œuvre pour le bien-être de sa population, elle continue aussi de séduire les investisseurs. À Paris, lors du Salon international de l'agriculture, notre pays a mis en avant son potentiel agricole et les opportunités qu'il offre aux investisseurs. 3 ministres étaient mobilisés pour convaincre et attirer de nouveaux partenaires. Dangui Dangui et Adama Sangaré étaient sur place pour RTI. Du riz à l'élevage, en passant par la forêt, le potentiel agricole ivoirien présenté aussi à 2025
dans le cadre d'un panel de haut niveau à la journée dédiée à la Côte d'Ivoire ce jeudi. Une opération de séduction de potentiels partenaires techniques et financiers qui a eu quelques échos favorables auprès de certains d'entre eux. Comme ça a été démontré tout au long de la matinée, de la conférence, le feu vert est lancé, la volonté y est et on va faire des grandes choses en Côte d'Ivoire. Juste après la présentation du potentiel agricole du pays, Sidi Tiemoko Touré levait un coin du voile sur les opportunités d'investissement dans son secteur. Et en effet, la production aquacole nationale évaluée à environ 6500 tonnes en 2021 est largement inférieure à l'objectif de production de 150 000 tonnes affiché à l'horizon 2026. Ainsi, une véritable opportunité d'investissement en découle pour un montant potentiel de 346 millions d'euros. Le domaine des eaux et forêts non plus ne manque pas d'arguments pour attirer les investisseurs à Abidjan. Pour la mise en œuvre de cette stratégie de valorisation des produits forestiers, cela requiert la mobilisation de 320 milliards de francs CFA, soit environ 500 millions d'euros. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques, financiers et du secteur privé d'accompagner le gouvernement ivoirien. À la tête de cette délégation ministérielle à cette 61e édition du SIA, Kobena Kwasi Adjoumani a réaffirmé les objectifs de la Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, c'est de ne plus nous adonner à des pratiques d'importation de produits et que nous soyons capables nous-mêmes de produire ce que nous voulons consommer. C'est cela qui nous fait courir. C'est cela aussi la volonté affichée du président de la République. En marge de cette opération de séduction des investisseurs, la délégation ivoirienne est également à l'école des bonnes pratiques agricoles à cette édition du SIA. L'agriculture, un secteur clé pour l'économie, mais l'emploi des jeunes reste aussi une priorité. Du 3 au 5 mars prochain, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement ouvrira ses portes à Abidjan avec plus de 4000 opportunités pour la jeunesse ivoirienne. Une annonce faite par le ministre Mamadou Touré qui dévoile les contours de cet événement. Jean-Marc Djadji et Brouyapo ont suivi la conférence de presse. 42 844 opportunités de recrutement, de financement et de formation seront mobilisées durant la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Cette foire se tiendra du 3 au 5 mars 2025 à Abidjan, un cadre d'échange entre les jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises, institutions de formation et structures de financement. Il y a des opportunités qui sont mobilisées, il s'agit d'aller faire du recrutement. Donc quand des jeunes viennent, c'est pour postuler donc à des postes. Et vous aurez donc la liste donc, de tous les postes disponibles. On part donc des hauts cadres, aux cadres moyens jusqu'aux manœuvres. Donc à différents niveaux de responsabilité, toutes ces entreprises qui ont un besoin de main-d'œuvre viendront là, sur place, accueillir donc ces jeunes et procéder à des entretiens d'embauche. Et pour les plus méritants, ils seront embauchés. Les opportunités de formation, ce sont des jeunes qui vont venir s'inscrire pour être sélectionnés pour faire donc ces formations. Les inscriptions se feront sur le site de l'agence Emploi Jeunes ou à travers ses antennes régionales et guichets emploi. Après la première étape d'Abidjan, des mini-foires seront organisées chaque trimestre à San Pedro, à Korogo et dans les zones à forte activité économique du pays. Créer des opportunités, c'est aussi veiller à la responsabilité sociale des entreprises. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, vient d'être certifiée jeu responsable niveau 2 par la WLA, la World Lottery Association. Une reconnaissance qui témoigne de ses efforts en matière de régulation et de protection des joueurs. Astou Soro et Jean-Marc Djadji étaient sur place dans les nouveaux locaux des studios LONASI. La remise de ce certificat marque la reconnaissance des efforts de la LONASI pour sa politique de protection des joueurs et la promotion des bonnes pratiques dans l'industrie des jeux de hasard. Les critères principaux, c'est un engagement fort du directeur général. Et la LONASI a la chance d'avoir un directeur général qui est très intéressé et motivé pour avoir
une entreprise qui grandit bien sûr, mais qui grandit de façon responsable. Il y a 4 niveaux en tout. La LONASI est pour le moment au niveau 2. Ils vont essayer aussi d'avoir le niveau 3, ce qui est extrêmement difficile. Il y a à peu près 180 loteries autour du monde. Seulement quelques-unes d'entre elles réussissent à obtenir niveau 2, 3 et 4. Donc je pense que c'est quelque chose, vous avez gagné la CAN, c'est une autre chose que vous allez gagner, donc félicitations et bonne chance aussi. Le certificat décerné par l'Association mondiale des loteries WLA atteste du respect des normes internationales en matière de jeux responsables. La LONASI voit en cette distinction une motivation. Désormais, nous répondons aux standards des loteries du monde. Une fierté qu'aujourd'hui nous soyons un exemple. Et je vous dirais que nous sommes la plaque tournante des loteries d'Afrique. Cette certification est très spéciale. Le plus simple n'est pas de l'avoir, mais il faut la maintenir. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester dans la performance, dans la satisfaction clientèle pour la 9001, dans la sécurité des jeux pour la 27001, et puis pour le jeu responsable aussi, quand vous avez le niveau 4, il ne faut plus redevance, il ne faut plus revenir en arrière. Notre vision, c'est vraiment de se maintenir et d'accumuler autant de certificats que nous pouvons pour essayer de renforcer la notoriété de la loterie nationale que nous dirigeons depuis quelques années. La LONASI consolide ainsi son rôle d'acteur responsable du secteur. Une dynamique qui s'inscrit dans une stratégie à long terme où la protection des joueurs reste une priorité. Prochain objectif, l'obtention du niveau 3 de la certification prévue pour décembre 2025. Et dans le domaine de la santé, la lutte contre la poliomyélite se poursuit avec une campagne nationale de vaccination visant 9 millions d'enfants à travers toute la Côte d'Ivoire. Une mobilisation nationale pour éradiquer cette maladie. L'annonce a été faite cette semaine par le ministère de la Santé au micro RTI 1 de Aurore Bobia, Diarasouba Ami et Apollinaire Zier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et le Rotary Club, organise du 27 février au 3 mars 2025 le premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite permettra d'offrir une chance à 9 712 691 enfants qui n'ont pas pu être vaccinés en routine et lors des précédentes campagnes de vaccination d'être protégés. Le vaccin utilisé est le même lors des précédentes campagnes. Il est à la fois sûr et efficace. Nos agents de vaccination se rendront dans vos maisons, dans les marchés, les lieux de culte et gares pour s'assurer que chaque enfant reçoive ses 2 gouttes de vaccin contre cette maladie mortelle et handicapante qu'est la polio. Les mobilisateurs et les vaccinateurs visiteront les ménages afin de sensibiliser les populations et vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. La vaccination contre la polio est entièrement gratuite. L'engagement pour un avenir meilleur passe aussi par la protection des enfants. Dans la région de la Nawa, l'UNICEF et les autorités locales ont fait le bilan des actions menées contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Quels résultats et quelles perspectives? Éléments de réponse avec Patricia Omouetia et Ibrahim Sissé. Cette rencontre vise à identifier les acquis, les défis et les perspectives. Selon la représentante du programme ENACT, les progrès effectués doivent se poursuivre afin de garantir un impact durable dans la lutte contre le travail des enfants. 2 ans après le lancement, en avril 2023, nous nous retrouvons pour faire le point sur les progrès qui ont été réalisés, mais également prendre l'opportunité d'avoir l'ensemble des partenaires ici pour regarder les opportunités qui s'offrent à nous, mais également les défis éventuels et de pouvoir co-créer ensemble des solutions. Le préfet de la Nawa a relevé une réduction du nombre d'enfants impliqués dans le travail des enfants, tout en exhortant à une vigilance et un engagement collectif. Dans notre programme d'activité, on a priorisé la lutte contre le travail des enfants. Et toute l'administration territoriale de la région est mobilisée aux côtés de nos partenaires internationaux pour mener cette lutte. Donc il est important qu'on s'arrête à un moment pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Les recommandations de cette rencontre devraient servir dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2025-2030 pour renforcer la protection des enfants et leur accès à l'éducation. Financé par l'Union européenne, le programme ENACT est mis en œuvre par l'UNICEF et l'OIM. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la gestion des ressources humaines et la transparence des concours administratifs. Et dernièrement, le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, a levé le voile sur le dispositif mis en place à cet effet. Et Marina Menzan et Sidonie Davila nous expliquent tout ça. L'année 2025 s'ouvre avec 547 concours administratifs, dont 204 pour les nouveaux recrutements et 343 pour les promotions. La tribune Tout savoir sûr a mis en lumière ces concours et les réformes qui les accompagnent, visant à moderniser et diversifier le recrutement. Il y a effectivement beaucoup de réformes qui ont été entreprises, parmi lesquelles nous pourrons citer l'instauration des copies. Nous avons des proclamations de résultats qui se font par vagues. Sur le plan technique, nous avons mis en place la plateforme unifiée des concours administratifs qui nous permet de dématérialiser de bout en bout l'inscription. Lors de son intervention à cette tribune d'échange, la directrice des concours a apporté des précisions supplémentaires. Les inscriptions vont démarrer le vendredi 28 février et prendront fin le vendredi 11 avril 2025. En ce qui concerne les compositions, nous avons depuis 2021 4 séquences de composition donc, qui se tiennent les week-ends. Et les dates, ce sera les samedis et dimanches 7, 8, 21 et 22 juin. Et les samedis 5, dimanche 6, 19 et 20 juillet 2025. Parmi les nouveautés, on compte 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques ouverts aux Ivoiriens de la diaspora ainsi que 85 concours professionnels exceptionnels de promotion au grade A5, A6 et A7. Et du côté du secteur culturel, l'industrie musicale ivoirienne franchit une nouvelle étape avec le lancement à Abidjan de Warner Music Africa francophone, une initiative qui vise à promouvoir les talents de la région et à donner un nouvel élan à la musique africaine. La ministre Françoise Remarque était présente, Sidonie Davila y était aussi. La Côte d'Ivoire est considérée comme le berceau de la musique africaine. Le pays joue ainsi un rôle déterminant dans la transformation de l'industrie musicale. Lancée à Abidjan, l'initiative Warner Music Africa francophone cadre avec le plan national de développement 2021-2025 du gouvernement ivoirien. Pour Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, la musique est un milieu à fort impact économique. La Côte d'Ivoire, bien sûr, a plein d'atouts culturels. Et vous dire à quel point la Côte d'Ivoire s'honore de pouvoir accueillir Warner Music Africa francophone. Parce que vous avez eu raison de choisir la Côte d'Ivoire. Vous avez eu raison pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. D'abord, il y a bien sûr une volonté politique très affirmée de faire de la culture un pilier dans la vision du président de la République. Ce programme musical souligne l'engagement des initiateurs à œuvrer à la structuration du marché musical africain. Durant ce séminaire, en fait, il y a eu des rencontres exceptionnelles entre des artistes de la diaspora et des artistes de Côte d'Ivoire. C'est une fusion entre les musiques africaines pour apporter international. Ce camp a permis à des artistes, producteurs, auteurs, compositeurs et même du graphiste, ingénieurs locaux de pouvoir collaborer, échanger. Cette première étape de Warner Music Africa francophone marque le début d'une nouvelle aventure dans la transformation de l'industrie musicale ivoirienne et africaine. Nous nous tournons maintenant vers l'actualité religieuse. Nous sommes le 28 février et ce soir, les musulmans de Côte d'Ivoire et de plusieurs pays du monde entier scruteront le ciel à la recherche du croissant lunaire, signe annonciateur du début du mois de Ramadan. Quelle est donc l'importance de cette tradition et comment s'organise-t-elle en Côte d'Ivoire? Mahama Traoré nous apporte des éléments de réponse.
Le calendrier musulman, aussi appelé lunaire ou hégirien, compte 12 mois pouvant durer chacun 29 ou 30 jours tout au plus. Le début et la fin de chaque mois sont conditionnés par l'apparition du croissant lunaire. Le Ramadan, nom du 9e mois, obéit à ce principe. C'est une période entièrement dédiée à l'un des piliers de l'islam, le jeûne obligatoire. C'est une injection du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit bien, commencez à jeûner dès que vous voyez le croissant lunaire et arrêtez de jeûner quand vous voyez le croissant lunaire. Et si les nuages vous empêchaient de voir, alors complétez le mois à 30 jours. La recherche du croissant lunaire se fait au soir du 29e jour du mois en cours. Les instances religieuses musulmanes que sont le COSIM et le CODIS pilotent de concert le processus selon une méthodologie. On annonce déjà à l'avance que c'est tel jour qu'on doit faire la recherche du croissant lunaire. Et ainsi, chaque ville se prépare et on procède donc à l'observation le jour où on doit observer le croissant lunaire. L'observation dans une seule ville suffit. Scruter la lune est du devoir de tous les croyants musulmans et non la seule affaire des guides religieux. Quand vous voyez chez vous, vous cherchez un témoin ou bien vous allez informer l'imam et à l'imam qui en ce moment appelle Abidjan pour dire qu'ils ont vu la lune. Alors c'est en ce moment-là que les imams procèdent donc à l'information nationale. S'il existe aujourd'hui des moyens technologiques et innovants, les instances religieuses musulmanes préfèrent pour l'heure se fier à l'observation oculaire pour la recherche du croissant lunaire. À présent, cap sur l'international avec l'actualité en RDC, République démocratique du Congo. Une explosion meurtrière a endeuillé un meeting du M23 à Bukavu, ville récemment tombée sous le contrôle de ce groupe armé. Au moins 11 morts et une soixantaine de blessés dans un contexte déjà explosif. Nous sommes vendredi et vous le savez, le vendredi c'est jour de sport dans le 13h. Place donc au JT du sport. Et Jean-Sylvain Esso nous a rejoint en plateau. Il est installé. Bonjour Jean-Sylvain. Bonjour Hamza. Allez-y. Et bonjour à tous. Dans quelques semaines seulement, les éléphants U20 et U17 iront à l'assaut donc du trophée de la CAN de leur catégorie respective. Comment et où se préparent les éléphants? Les réponses avec Pascal Aminata Koné et Arsène Kouassi. Avant-dernier stage de préparation des éléphants U17 à la conquête d'une seconde étoile, ils sont engagés pour défendre la Côte d'Ivoire. Les poulains de Diabaté Bassiriki affichent une détermination sans faille. Les 33 sélectionnés poursuivent avec rigueur et détermination la préparation. Les cadets ont disputé un match amical face à l'entente sportive de Bingerville ce jeudi 27 février 2025 au stade municipal de Bingerville. Ce match marque la fin du stage externe 3. Le sélectionneur des U17 Diabaté Bassiriki a revu ses fiches tout au long du regroupement. Il faut dire que nous avons eu un match très riche, avec beaucoup d'enseignements, notamment le premier groupe qui nous a fait montre de tout le travail effectué pendant ce stage 3. Le second groupe, ce sont des joueurs qui viennent à peine d'arriver, ça et là, qui commencent à rentrer dans le moule. Ça s'est perçu au niveau comptable, je parle résultat. N'eût été cela dans le contenu, il y a beaucoup de satisfaction à retirer. Chez les U20, c'est le lycée classique d'Abidjan qui sert de cadre pour la préparation, la troisième du genre. Sous la houlette du nouveau sélectionneur Younes Zerdouk, les Pachidem triment afin d'être prêts et compétitifs durant cette phase finale de la CAN réservée aux moins de 20 ans. Jusqu'à la CAN, on sera vraiment prêt, il n'y a pas de souci. L'équipe se bonifie, il y a des joueurs qui montent en puissance et on verra par la suite. La CAN des moins de 17 ans, c'est du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Et celle des juniors se tiendra en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025. Alors Jean-Sylvain, en amical, on va affronter le Nigeria, nos éléphants de moins de 20 ans. Pourquoi ce choix du Nigeria ? Allez, écoutez, Hamza, parce que tout simplement, le Nigeria fait partie des grandissimes favoris de cette CAN U20 qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire, dans les villes de Bouaké, de Korogo et également donc de Yamoussoukro. Le Nigeria en 23 éditions, c'est 17 participations, c'est 9 finales disputées, c'est 7 remportées. C'est dire que le Nigeria est le sparring partner idéal pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le mercredi, il y a eu le match
1 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, malheureusement soldé par une défaite des Ivoiriens, mais ils n'ont pas rougi parce que l'entraîneur a tiré les leçons donc, de ce match face aux géants du continent, le Nigeria. Le match à 2, c'est pour cet après-midi. On espère tout simplement que Younes Zerdouk, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, là, va affiner ses choix, pourquoi pas, pour essayer de faire mieux que la première prestation. Mais le Nigeria est l'adversaire qu'il faut aux éléphants de Côte d'Ivoire. Allons-y pour les chocs de la 21e journée de la Ligue 1. Oui, effectivement, nous avons donc plusieurs matchs au programme de cette 21e journée. Bouaké au Korogo, Lys Iska Mouna Asec Mimosa, RCA AS Denguélé, San Pedro Stella et puis Sol Stade Abidjan et Oza Afad. Le choc, le premier justement de cette 21e journée, Hamza, c'est le choc des jaunes et noirs entre l'ASEC, 3e au classement, et son poursuivant immédiat qui est Mouna. Les deux clubs totalisent le même nombre de points, 33. Donc un faux pas de l'ASEC Mimosa viendrait accentuer le doute des supporters jaunes et noirs qui ne sont pas du tout contents de la méforme de leur équipe. Attention à l'ASEC, au match aller, les deux équipes ont partagé la poire en deux au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, un partout. L'ASEC devrait également se méfier du 3e meilleur artificier de notre championnat, qui n'est autre que Isaac Ako, qui a marqué au moins un but sur les 3 dernières sorties de son équipe. Et puis en Ligue 2, il y a aussi un choc intéressant entre le leader donc, de la poule B et son poursuivant. Il s'agit donc du leader face à l'équipe de l'US Bafing dans la poule A, c'est Africa Sport d'Abidjan contre Azida Bengourou. Et il y a aussi le tournoi des mines qui a été lancé. Oui, effectivement, la 11e édition de ce tournoi-là a été lancée par le ministre Mamadou Sangafoua. Les détails avec Pascal Aminata Koné. Une vingtaine d'entreprises va prendre part à la 11e édition du tournoi du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie. Ces entreprises vont s'affronter durant 3 mois dans plusieurs disciplines. Le football, l'athlétisme, la pétanque, les jeux de dames et le scribble en catégorie hommes et dames. Une initiative saluée par le parrain, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le sport permet d'accroître la productivité du capital humain. Le jeu du sport n'est pas un jeu, parce que il y va de notre santé, donc de notre espérance de vie. C'est pour cela que je voudrais vraiment féliciter à nouveau l'initiateur de ce projet. Raffermir les liens entre les travailleurs, tel est le sens de ces journées sportives, dont l'apothéose aura lieu dans le mois de mai. Le trophée de la CAN a été présenté au ministre de tutelle et aux travailleurs du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie. Cette cérémonie de lancement s'est terminée par un géant fitness pendant lequel le ministre a communié avec ses collaborateurs. Merci Jean-Sylvain. Merci Hamza. À la semaine prochaine. Oui, et surtout on donne rendez-vous donc aux amoureux de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ce week-end sur les antennes de la 3. Merci beaucoup. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité.